Chers amis, on est aujourd'hui en Chine, à Shenzhen. J'ai rencontré Nicolas hier soir à une soirée French Tech. Donc j'ai trouvé très intéressant, sympathique et on va faire un petit débrief aujourd'hui. Comment ça va Nicolas? Bah écoute, ça va, hein. On a mangé ensemble, maintenant on prend un café. Puis on va discuter de la Chine, des patriotes de l'étranger, de la France j'imagine. Donc let's go. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire en gros, pour ceux qui nous regardent, bon, qu'est-ce que tu fais ici à Shenzhen? Alors tu habites en France, Ouais. tu passes, tu fais quoi là? Tu fais ton business? Ouais, en fait j'ai vécu assez longtemps en Chine et aussi une grande partie à Shenzhen. J'ai fait 11 ans en Chine, donc 9 ans à Shenzhen. Je suis arrivé ici à la suite de mes études, j'ai fait un stage dans une toute petite ville de l'Anhui qui s'appelle Wuhu. Ça s'est pas très bien passé. Par la suite, j'ai trouvé un boulot à Shanghai. Ça s'est pas très bien passé non plus. Et je me suis rendu compte que j'étais pas trop fait pour bosser pour quelqu'un et qu'il fallait que j'entreprenne. Donc j'ai monté ma première boîte à Hong Kong en 2012, je crois. Ah, c'est bon, voilà, ma gourmandise est arrivée. Super. Je ne peux pas le montrer à la caméra, je suis au régime cette fois. Et donc oui, C'est cheat day. c'est cheat day. Et donc, ouais, donc j'ai monté ma première boîte à Hong Kong en 2012, si je me souviens bien. Alors boîte de quoi? Alors, à l'époque, j'ai fait un peu comme tout le monde, comme tous les, on va dire, les étrangers qui habitaient en Chine, c'est que j'ai commencé à faire l'intermédiaire entre les boîtes européennes qui voulaient faire fabriquer des produits en Chine et les usines chinoises. Donc en gros, on s'occupait de faire le sourcing, management de production, contrôle qualité, logistique. En gros, on maîtrise toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'arrivée des produits en France chez nos clients. Et après, par la suite, il y a déjà maintenant 6 ans, on a commencé à bifurquer du côté e-commerce. Donc maintenant, le e-commerce représente une beaucoup plus grosse partie de notre chiffre d'affaires, hein, je pense 80% quasiment. Et en fait, si tu veux, on fait office, c'est à peu près la même chose, mais pour des e-commerçants. C'est-à-dire qu'on fait office de centrale d'achat et logistique pour des sites e-commerce. Alors pas pour des gros sites e-commerce, mais pour des petits commerçants. Il y a une grosse trend en France en ce moment, d'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux, c'est faut faire un Shopify, faut faire du dropshipping, faut vendre des produits online. Et souvent on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très doués dans la vente de leurs produits, c'est-à-dire qu'ils savent trouver un produit qui va fonctionner, organiser une bonne campagne marketing, que ce soit avec le Google Ads, que ce soit avec du Meta Ads ou autre, même campagne influenceur. Ils font des jolies choses sur Shopify, WordPress ou autre. Par contre, souvent, aucune connaissance de la logistique et de la manufacture. Donc, en fait, c'est des gens qui vendent des produits sans savoir comment les faire fabriquer, comment se les procurer, comment les stocker, comment organiser un processus de préparation de commande qui soit adapté à leur volume et à leurs produits. Et qui ne savent pas non plus comment organiser une logistique pour envoyer leurs produits à tous leurs clients. Et ça, c'est là que nous on intervient, c'est que nous, en fait, on remplace un petit peu le AliExpress. Parce qu'en fait, si tu veux, la plupart des dropshippers ou des petits commerçants, dans leur début, bossent avec AliExpress ou d'autres plateformes, ont directement envoyé les produits vers la France ou vers d'autres pays. Et nous, on intervient quand c'est des e-commerçants qui veulent se professionnaliser et s'organiser d'une meilleure manière, faire beaucoup plus qualitatif. Nous, on est capable de faire du développement produit, on est capable de trouver des usines qui sont capables de répondre à leurs besoins et de même designer un nouveau produit qui n'existe pas encore sur le marché. Tout type de produit? Ouais, tout type de produit. On fait du petit électronique, on fait du bijou fantasy, on fait du clothing, enfin franchement on touche à tous les secteurs, on fait de l'objet de communication, etc. Et en fait, si tu veux, nous, voilà, on intervient pour les professionnaliser, pour organiser pour eux un processus qui va être personnalisé et qui va être en accord avec ce qu'eux traitent. Parce que tu ne traites pas une préparation de commande avec un monoproduit qui fait, on va dire, cette taille-là et 1 kg, comme tu traites la préparation de commande sur un site qui a plus de 1000 SKU avec des tout petits produits, etc. Donc voilà, donc nous, on professionnalise les petits commerçants et on les aide dans leur organisation logistique et achat. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du travail avec la Chine? Il y a pas mal de Français qui disent que bon, la Chine c'est dans le déclin, le business c'est le bordel, c'est corrompu, le pays c'est une dictature, c'est nul. Voilà. Il y a pas mal de China bashing en France. Ouais. C'est quoi ton point de vue? Alors, ouais, il y a beaucoup d'informations. Alors,
point de vue business, d'une part, j'adore travailler avec les Chinois. Alors là, il n'y a pas, sans aucune ambiguïté, je pense que c'est le pays où je préfère travailler. Pourquoi? Parce que c'est très facile en fait. Tu as une relation, alors déjà il y a un mindset business qui est incroyable ici. Tout va très vite et les gens sont ultra flexibles. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose. Et d'ailleurs on le voit, on l'a vu pendant le Covid pour les masques. Tu as des usines qui fabriquaient avant des t-shirts qui se sont mis à fabriquer des masques en un claquement de doigts. En fait, il y a une faculté d'adaptation et de flexibilité qui est incroyable. Pour répondre à la demande, exactement, tout est possible. Exactement. Et en fait, moi je travaille avec pas mal de partenaires chinois dans la Chine, notamment mes plus gros partenaires qui sont à Yiwu. Plein de fois, on met en place des projets qui sont au premier abord très compliqués. Au final, tout se déroule très bien parce qu'il y a vraiment une faculté de trouver la solution au problème. Dès qu'il y a une problématique, on arrive toujours à trouver des solutions en Chine, ça c'est génial. Il y a une disponibilité qui est incroyable. J'envoie un message à un de mes partenaires chinois, il peut être minuit, j'aurai une réponse dans l'heure. Tout va très vite, il y a un vrai mindset business. C'est efficace, ouais, c'est très efficace. Ouais. Voilà. Donc côté travail avec les Chinois, j'adore. Côté business en Chine, je trouve qu'il y a un environnement propice à l'entrepreneuriat. Alors ça dépend des villes. Là, tu es à Shenzhen. Shenzhen, c'est un bon foyer, on va dire, d'entrepreneurs, plus que Shanghai par exemple. Mais parce que Shanghai, c'est plutôt des gens qui vont bosser dans la finance ou qui sont dans le tertiaire ou autre. Mais c'est vrai que Shenzhen, on est vraiment dans un vivier à start-up, entrepreneurs, etc. Start-up, tech. Exactement. Ou pas que tech, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus ici, comme à l'époque où il y avait l'American Dream. Maintenant, je trouve qu'il y a un peu le China Dream. Tu vois des gens qui viennent de partout et qui viennent entreprendre ici parce que c'est propice à ça. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Les Chinois eux-mêmes ils viennent à Shenzhen. En fait, c'est toute la Chine qui se réunit à Shenzhen et le monde entier c'est très international. Exactement. Et après, par contre, pour le côté, on va dire, life, dictature, China bashing, etc., j'ai envie de venir en Chine, faire votre propre avis, parce que c'est vrai que souvent, tu te rends compte que les gens qui font du China bashing, c'est des gens qui n'ont jamais mis un pied ici et qui ne se rendent pas compte de ce qui est réellement la Chine. Moi, je sais que, c'était il y a un peu plus de 15 ans en arrière, quand je suis arrivé en Chine, c'était pas la Chine d'aujourd'hui, mais déjà les gens pensaient que la Chine c'était encore les pousse-pousse, etc. Et il y a encore des gens qui croient ça. Exactement. Alors que tu es dans un pays qui est ultra développé, pas uniformément partout parce que c'est un très grand pays, donc tu as des villes plus ou moins développées. Bon, Shenzhen ici, je crois que ça doit être une des villes les plus développées de Chine, une des villes les plus modernes, les plus propres. Non, la Chine c'est... Alors, on n'a pas du tout l'impression de vivre dans une dictature non plus. Je me sens très libre de mes allées et venues. Alors oui, certes, il y a des caméras partout, mais je suis très content qu'elles soient là parce que c'est ce qui participe aussi à la sécurité. Il y a de l'ordre. Exactement. Là, tu ne vas pas te faire enlever ton téléphone. Exactement. Pas te faire agresser, là, je laisse mon téléphone ici, je vais aux toilettes, il n'y a personne, je reviens, il est là encore. C'est agréable. J'ai ma femme qui rentre tard parce qu'elle a eu un rendez-vous avec des copines, elles ont été boire un café ou un verre quelque part, elle rentre le soir, j'ai pas peur. Après, il y a des gens qui nous regardent, ils vont te dire oui, c'est bien sympa, mais par contre, vous privez des libertés. Donc vous avez de la sécurité, mais en fait, vous n'avez pas de liberté. Ok, mais de quelle liberté on se prive réellement? Concrètement, ma vie chinoise, alors ce que j'ai pas expliqué, c'est que je suis rentré en France depuis. Pendant le Covid, on est parti de Chine avec ma compagne. Ça faisait 11 ans que j'y étais. Là, maintenant, je reviens à peu près tous les 2 mois parce que mon business est toujours ici. Donc, parce que maintenant, je fais des allers-retours. J'habite en France. France. En fait, toi, tu as le parfait profil pour voir la différence. Tu as vécu en Chine. Après, maintenant, tu vis en France. Exactement. Quand tu es rentré, est-ce que tu as senti un choc? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est justement pour ça que je l'ai reprécisé parce qu'il y a un vrai contraste. Et alors, on me parle de liberté, de privation de liberté. Je me sens plus libre concrètement. Après, c'est un feeling. C'est inexplicable, mais je me sens plus libre en Chine qu'en France. Et d'ailleurs, j'ai accès à beaucoup plus de choses en Chine. C'est tellement confortable la vie ici que en fait, quand on rentre en France, on a l'impression qu'il ne se passe rien, que tout est compliqué. D'ailleurs, qu'on n'est pas libre d'entreprendre comme on veut. À peine tu montes une boîte, tu commences déjà à payer. Tu veux fermer une boîte, tu payes aussi. Non, je me sens honnêtement très libre ici.
Et puis tous les Chinois que je fréquente, il n'y en a pas un seul qui s'est un jour plaint du manque de liberté. Et d'ailleurs, la caricature que je donne souvent, c'est le Chinois qui s'embrouille avec un policier qui fait la circulation. Ça arrive tous les jours. Enfin, tu vois pas de Chinois oppressés, tu n'as aucun problème à crier sur le policier. D'ailleurs, souvent les policiers se font tout petits quand ils sont en face à un Chinois énervé au volant. Enfin voilà quoi, j'ai jamais vu quelqu'un se faire embarquer. Enfin, ça c'est des légendes urbaines. Ouais, en plus, il y a un récit en France et même en Occident qui veut montrer certains aspects de la Chine seulement. Bien sûr. Par exemple, on parlait hier de crédit social. Bien Il y sûr. a une émission qui a fait un crédit social sur une petite province chinoise, une ville chinoise qui a fait ça. Et maintenant, en fait, les Français ils croient que c'est comme ça dans toute la Chine. Ouais, je crois que c'est comme ça dans Et, toute la ça Chine fait que partie c'est des choses généralisé. que- Je crois que j'ai une carte avec 1000 crédits dessus et qu'à chaque fois que je traverse au passage Feu piéton au rouge. feu rouge, je perds des points. Et donc bientôt, je ne pourrai plus aller au Luckin Coffee boire un café. Bientôt, je ne pourrai plus prendre le train ni voyager en Chine. Non, bah, après, voilà. Ça, c'est pas vrai, on est bien Non, d'accord. non, Ça soyons n'existe pas, sérieux. ça. Ouais. Soyons sérieux ici. D'ailleurs, les Chinois sont pas les, on va dire, c'est pas le peuple le plus respectueux des règles de la planète, hein, loin de là. D'ailleurs, tu vas dans certaines villes, c'est un peu l'anarchie, que ce soit sur le code de la route ou autre. Mais par contre, tout se passe bien parce que il y a un respect des limites. C'est-à-dire que même quand c'est le bordel, hein, eh ben, c'est un bordel qui reste plutôt organisé Il y a et du les bon gens sens. savent quelles limites ne pas franchir. Et la violence, c'en est une. Donc la sécurité ici, franchement, c'est incroyable. C'est un des pays les plus safe dans lequel j'ai jamais mis les pieds. Et ça, c'est appréciable. Comme je disais, le confort de vie, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut à n'importe quelle heure. Il est minuit, 1h du matin, tu as toujours au moins un restaurant ouvert. Même je dis un, tu en as plusieurs. Tu as le choix, tu peux aller manger. Tu vas te faire couper les cheveux à minuit parce que tu as eu une très grosse journée de travail, tu as fini des dossiers assez tardivement. Trouve un coiffeur ouvert. Il y en a qui vont critiquer ça en disant que oui, mais il faut respecter les droits des travailleurs. Faut Ah pas mais qu'ils ils font ce travaillent qu'ils trop veulent. le soir, le week-end, etc. T'as des gens qui veulent rester ouverts le soir, t'as des gens qui ferment. En fait, il y a une liberté entrepreneuriale ici. Les gens font ce qu'ils veulent. Exactement. On va pas les interdire de travailler le dimanche Bien comme on fait sûr. en France. Exactement. C'est-à-dire que tu veux travailler, tu travailles. Tu veux être en congé, tu es en congé. Après, si tu gagnes moins d'argent hein, en tant qu'entrepreneur, tu runs un business, c'est mieux de travailler tout le temps que de moins travailler. Prends ton café, profite. Mais je te remercie. Bon voilà, la gourmandise. Mais Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que tout est numérique? Là, on n'utilise quasiment plus de cash, etc. Dans le camp patriote, parce qu'on a parlé de patriotisme hier, etc., tu vois, il y a un courant de la droite des patriotes qui dit que, vous voyez, en France, ça commence à dire comme en Chine, le crédit social, vous êtes tout traqué. Il y a des gens qui veulent utiliser que du cash, par exemple. Ils ne veulent pas payer en carte, et en WeChat, en Alipay, tout ça. Toi, tu penses quoi? à mon avis, il est partagé sur le sujet. Je ne suis pas pour la surdigitalisation, bien que je la consomme. C'est assez paradoxal parce que… Parfois, tu n'as pas le choix. Ouais, voilà. Ton business en Alors, Chine, c'est tu même es pas obligé, qu'une question de pas le choix, c'est très pratique. En fait, on se fait un peu avoir là-dessus, c'est que, en réalité, je suis pour le cash, parce que ça reste une liberté. Une liberté, ça reste le moyen de contrôler ses finances sans forcément passer par la banque. C'est-à-dire sans forcément passer par un contrôle de tes finances. Donc, je suis partagé. À la fois, je suis pour le cash et à la fois, j'en utilise de moins en moins et je digitalise de plus en plus. Hein. J'ai Google Pay, j'ai WeChat Payment, j'ai Alipay. Mais tu vois, l'autre jour, quand je voulais m'acheter mon iPhone à Hong Kong, j'aurais bien aimé avoir du cash. Ah ouais. Quand mon Parce Google que des fois, Pay il y et a mon quelque chose qui Alipay, bloque, ouais, il y a entre un Hong petit Kong et la bug, Chine, des fois ça bloque, ça bug, les paiements, et tu vois, je suis reparti bredouille. Donc, Tu aurais dû me contacter, je suis à Hong Kong. bah ouais, Je connaissais pas on se connaissait pas encore. Mais donc voilà, et pour revenir à ce que tu me demandais, en termes de contraste, ouais, je suis rentré en France. Alors, déjà, je suis rentré en France après un total de 13 ans passés à l'étranger, parce qu'avant d'aller en Chine, j'étais en Finlande. Donc quand je suis rentré en France, déjà la France avait pas mal changé, pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Dans quel sens alors Plusieurs aspects. Déjà, l'aspect sécuritaire, c'était déjà pas folichon quand je suis parti, mais quand je suis revenu, c'était quasiment la catastrophe. T'as pas, aujourd'hui, les faits divers, ça devient une banalité. À Paris, quelqu'un qui se prend un coup de couteau, c'est quelque chose de normal, ça arrive tous les jours. À Marseille, ça tire. Même des règlements de compte dans Paris. Enfin bref, je trouve que c'est de pire en pire. J'ai l'impression qu'on a vraiment atteint un niveau de violence en France qui est assez impressionnant.
Euh, j'ai été frappé par le fait qu'il n'y a pas de mindset business. Tu te rends compte d'ailleurs même c'est vrai que les entrepreneurs français, les entrepreneurs français qui ont un bon mindset, souvent ils partent à l'étranger. Et c'est vrai que la France, c'est pas un environnement propice à l'entrepreneuriat. Comme je disais, à peine tu démarres une activité, tu commences déjà à payer. Tu n'as pas vraiment de facilité en tant qu'entrepreneur et surtout jeune boîte pour te conformer, on va dire, aux règles, que ce soit fiscales ou autres. Non, c'est pas simple, la France. Et pourtant, tu es en France maintenant. Ouais, pourtant, je suis en France. Et c'est vrai que je me sens mieux à chaque fois que je suis en Chine. Tu vois, j'aime mon pays, j'aime énormément mon pays pour ce qu'il représente, pour son histoire, énormément de choses. Mais c'est comme une relation de couple. À la fois, je le déteste sur certains aspects. Je déteste la façon dont elle est gérée. Je déteste l'insécurité. Paris, c'est censé être la vitrine de la France à l'étranger. C'est sale. Énorment de SDF, énormément de migrants. Sauf pendant les Jeux Olympiques. Oui, sauf pendant les Jeux Olympiques. Mais bon, quand on met les moyens, ça a foutu le bordel. Est-ce que tu trouves normal quand même qu'on ait dû faire venir la police de plein de pays étrangers pour nous prêter main forte? Enfin, on n'est pas capable de gérer la sécurité nous-mêmes de nos propres Jeux Olympiques, ceux qu'on organise. Je trouve ça assez moyen. Je trouve ça assez moyen quand tu vois que on a dû fermer complètement des rues avec des barricades, etc. Enfin, les gens n'avaient plus le droit de circuler. Voilà, et puis après, bon, on ne va pas parler de la cérémonie ni d'ouverture ni de fermeture. Je me suis d'ailleurs exprimé sur le sujet, mais voilà, je trouve que c'est un scandale d'utiliser l'image de la France pour véhiculer ce genre de message. Est-ce qu'on peut dire que tu aimes la Chine aussi pour des questions de valeurs? Alors, parce que tu parles de la cérémonie des JO, etc. Qu'est-ce que tu penses des valeurs françaises, des valeurs, on va dire, conservatrices? C'est quoi tes valeurs? La Chine, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile je ne suis pas certain que la Chine est réellement aujourd'hui, quand je dis la Chine, je parle de la population dans sa globalité, je ne suis pas certain qu'elle ait des valeurs conservatrices. Je pense que ça commence à revenir, d'ailleurs les valeurs, surtout le patriotisme chinois, ça oui. Après, c'est quand même un peuple qui est très moderne, des fois peut-être même un peu trop sur certains aspects. Je dirais côté conservateur, je dirais plus la Russie. La Russie, c'est un pays beaucoup plus conservateur en termes de valeurs traditionnelles, en termes de patriotisme, en termes de valeurs traditionnelles dans l'ensemble de ce que cela représente. Mais... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai échangé avec pas mal de Français qui habitent en Russie en ce moment. Donc il y en a en ce moment qui aident les Français à s'expatrier en Russie. Oui, pour des questions, on va dire, idéologiques. Et même la Russie a créé un visa idéologique. Oui, bien sûr. Pour ceux qui sont opprimés dans leur pays, en Occident. Alors je trouve, c'est quoi c'est un coup de communication. Oui, évidemment. Mais je trouve la punchline incroyable. Et en gros, parce qu'il y a aussi beaucoup de Russia bashing, et même peut-être plus que du China bashing. Mais on te dit, en gros, on n'arrête pas de te dire que la Russie est une dictature, et la Russie crée un visa pour les Occidentaux qui sont oppressés dans la dictature occidentale. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais. Alors c'est quoi la différence pour toi entre la Russie et la Chine? Donc tu me dis que ça a l'air que ça n'a pas l'air très conservateur. Tu trouves que les Chinois deviennent trop libéraux, capitalistes, trop pro? Non, alors j'ai pas de problème avec le libéralisme économique. Après, ça dépend, toute proportion gardée. Ça dépend. Ça dépend. Tu es un entrepreneur. Voilà. Mais après, ça dépend. Je pense qu'il y a des limites à tout aussi. Maintenant, je parlais surtout de valeurs traditionnelles au niveau de la population. Et les Russes sont bien plus traditionnels que les Chinois. Donc quoi, par la famille? Ouais, la famille. Alors, paradoxalement, la famille aussi, il y a des valeurs traditionnelles en Chine. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des couples vivent avec, quand ils commencent à faire des enfants, vivent avec les grands-parents. Parce que d'ailleurs, il y a énormément de ce côté valeurs traditionnelles familiales. Mais je trouve que la jeune génération chinoise est beaucoup plus tournée vers l'Ouest et tournée vers l'occidentalisme que les Russes. Les Russes sont quand même beaucoup plus, restent beaucoup plus russes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, gros contraste entre la France et la Chine. Et malheureusement, il y a très peu de Français qui ont un réel aperçu de ce que c'est ici. Si je devais décrire la Chine en quelques mots, c'est modernité,
technologie, business, alors là je vais me faire taper dessus, mais liberté. Liberté du mouvement, d'entreprendre, franchement, liberté, vraiment. Et développement, ouais, développement, incroyable. Tu viens dans une ville, tu visites une ville, tu retombes dans cette ville 4 ans plus tard, elle a déjà changé. Incroyable, tu as déjà des quartiers entiers qui ont poussé avec des shopping malls, des tours de bureaux. Ça bouge sans cesse alors que ça se développe à une vitesse incroyable. C'est incroyable. Et tout le monde a l'image de la Chine. Alors ça, c'est côté business, côté entrepreneurial, côté manufacture, de la Chine qui pollue, qui ne sait que copier la technologie des autres, etc. Aujourd'hui, les Chinois déposent beaucoup plus de brevets que la France. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises tech qui développent énormément de choses en Chine. Tu as énormément d'ailleurs de produits tech dont les numéros 1 sont les Chinois. Tu regardes tout ce qui est drone, équipement d'ailleurs micro, etc. DJI sont numéro 1. C'est ici, c'est à Shenzhen. Exactement, c'est à Shenzhen. Y compris même dans les jeux vidéo. Bien sûr. Moi je me rappelle quand je jouais aux jeux vidéo, les numéros 1 c'était les Japonais, la Chine c'était rien du tout. Maintenant c'est plus, on pourrait dire que c'est la Chine même. Alors c'est un secteur que je ne connais pas, mais oui, sûrement. Sur la voiture électrique, la Chine est en train de prendre une avance incroyable. Alors certains diront oui, mais ils ont volé de la technologie. Alors je ne sais pas si racheter des marques étrangères pour reprendre une partie de la technologie, c'est du vol. Parce que dans ce cas-là, Renault-Nissan, c'est du vol des Japonais. Dans ce cas-là, enfin, voilà, c'est du transfert de technologie par fusion, acquisition ou autre. C'est ce qui se fait partout sur la planète. Mais quand c'est les Chinois, ça pose problème parce qu'on se dit... Et d'ailleurs, moi je le vois d'ailleurs sur certains aspects, parce que je suis un peu... je poste du contenu automobile sur les réseaux. Et j'ai des gens qui vont me dire, oui, mais les Chinois, ils veulent nous écraser économiquement. Il faut qu'on arrive à comprendre que la Chine a un objectif de développement, pas forcément en opposition à nous. En fait, c'est pas forcément dans une volonté de nous écraser. Ils ont la volonté de eux se développer, déjà c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Comme tout pays au monde. Et en fait les gens se mettent toujours en opposition à la Chine. Ah ouais non mais la Chine ils vont nous... Non, en fait la Chine se développe. Si on faisait autant, ça serait bien qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on en fasse autant. Moi j'aimerais beaucoup. Il y a plus un partenariat à trouver que vraiment une concurrence frontale. Bien sûr. De toute façon, je pense qu'une confrontation aujourd'hui dans l'état actuel, on la perdrait. Et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur les véhicules électriques chinois. On avait proposé une taxe à 35%, on est en train de faire marche arrière parce que les Chinois commencent à dire on va commencer à taxer le cognac, taxer le poulet espagnol, etc. Là, on a commencé à comprendre que nous aussi on avait gros à perdre. Donc une confrontation avec la Chine économique, là, on la perd. On n'a pas les reins assez solides pour faire face à la Chine économiquement. Mais de toute façon, pourquoi ne pas se concentrer déjà sur nous, essayer de nous développer parce qu'on a un pays qui est aujourd'hui à l'arrêt économique. Alors comment on peut se développer? Comment tu qualifies la situation de la France? Pourquoi on en est là? Comment tu te définis toi? Toi tu es plutôt patriote, tu es plutôt quoi? Alors moi je suis patriote, j'ai pas d'étiquette politique parce que je pars du... Alors ça c'est ma vision des choses, mais je suis convaincu par personne réellement. Je pense que en fait la politique en France, et d'ailleurs c'est un des sujets, on parlait de dictature tout à l'heure, encore une fois je vais me faire taper sur les doigts, je préfère le système chinois. Pourquoi? Alors certes le citoyen moyen n'a pas le droit de vote, d'accord, tu as le parti communiste qui élit son président, et donc voilà, en ce moment c'est Xi Jinping, mais je préfère quelqu'un qui a mérité d'être à sa place, parce qu'il faut savoir que c'est très méritocratique, tu vois ce que ça se dit? Oui. C'est très méritocratique, c'est-à-dire que tu commences maire d'une ville, gouverneur d'une province, etc. Tu fais tes preuves et petit à petit tu montes les échelons jusqu'au sommet. Et je pense que c'est plutôt sain parce que ça prouve que la personne qui est au pouvoir est compétente. Ouais, c'est pas un effet de com où tu peux avoir 20 ans, exactement. Alors que tu passes bien sur TikTok et après tu es élu. Exactement, alors que chez nous, alors certes les gens ont le droit de voter, mais les gens sont énormément manipulés. Parce qu'au final tu te rends compte quand tu regardes que qui est-ce qui va être élu, c'est toujours la personne qui a eu le plus d'exposition dans les médias, qui a fait le meilleur marketing, qui a eu le plus de fonds pour sa campagne. Et ça pose un problème parce que ça veut dire que cette personne-là est redevable des médias et de ses sources de financement. Donc en réalité, la personne qui se présente aux élections n'est pas libre et c'est que du marketing. Donc en réalité, voilà, le système politique, moi j'ai pas d'étiquette politique.
Je ne suis pas communiste non plus. D'ailleurs, en fait, la Chine, elle n'a rien de communiste. Il n'y a, que son nom qui reste communiste. Mais, en fait, c'est le pays le plus capitaliste du monde. Il n'y a plus rien de communiste ici. Il n'y a rien de communiste. Mais alors, c'était quoi la question de base? Je suis désolé, je me suis égaré. Oui, ben, comment tu te définis? Quels sont les problèmes de la France? Donc, tu es patriote. Quelles sont tes valeurs? Alors, j'aime la France. Comment tu analyses les problématiques de la France maintenant? Ouais, alors, je suis patriote, effectivement. J'aime la France. J'aime mon pays. Mes ancêtres ne sont pas tous originaires de France. Hein. Je suis mix blood, comme on dit, donc j'ai pas mal d'origines différentes. Et pourtant, étant né en France, je me suis imprégné de la France et de son histoire. Pour moi, j'ai l'impression que mes ancêtres ils étaient français, quoi. Alors que, en réalité, quand je regarde mon arbre généalogique, 90% de tu es assimilé, tu es une famille assimilée. C'est même pas assimilé, c'est que vraiment, je me sens français. J'aime la France comme si c'était la terre de mes ancêtres. Ça, c'est une première chose. Par contre, je déteste ce qu'elle devient. Et on en parlait tout à l'heure, hein, toutes les problématiques qu'on ne va pas reciter. Je déteste ce qu'elle devient, je déteste ce qu'on fait avec l'argent public. Je déteste comment est utilisé l'appareil politique français et l'argent des Français. Je suis navré de voir notre pays qui devient qui sombre dans un marasme économique qui fait peur d'ailleurs, parce qu'il ne se passe plus grand chose. Il y a énormément de boîtes qui ferment, il y a très peu d'entrepreneurs qui survivent et qui continuent à ouvrir des boîtes. Alors c'est quoi la solution? Quelle est la solution pour la France? Et après, quelle est la solution pour toi, quoi? C'est-à-dire, toi, tu vois ça, tu fais ce constat, tu fais quoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent, bon, la France elle est foutue, je me casse, je vais vivre en Chine, en Russie, aux États-Unis. Non, c'est vrai que c'est facile. Toi, tu fais quoi? Tu es toujours en France. Comment tu vois l'avenir? Comment tu te prépares toi-même? C'est quoi ton projet? Mon projet, c'est potentiellement de requitter la France. Ah, d'accord. Donc, potentiellement me réinstaller en Chine. C'est vrai que je me rends compte que mon business étant en Chine, enfin une partie de mon business, parce que j'ai une autre société aussi, mais une partie de mon business, une grosse partie de mon business étant en Chine, je suis quand même beaucoup plus efficace quand je suis ici, j'avance beaucoup plus vite et les choses, comme je te le disais tout à l'heure, ça avance très vite ici. De toute façon, ton business il est en France et en Chine, donc tu es obligé d'être sur les deux. D'être un peu entre les deux, mais je préfère être basé en Chine et venir en France régulièrement que l'inverse. Alors pourquoi tu es en France maintenant? Parce qu'on n'a pas eu vraiment le choix. Il y a eu la période Covid où ça a été très compliqué ici. Là, on ne va pas se le cacher. Et pour le coup, c'est vraiment la partie négative de la Chine, c'est que des fois, il y a du jusqu'au boutisme. Et le Covid, ça a été géré d'une manière très, très jusqu'au boutiste ici. Et ça a été très compliqué pour les étrangers, notamment les étrangers qui faisaient du business ici. Donc, on est rentré en France. Depuis que les restrictions sont tombées, on revient très régulièrement. Moi, je suis là tous les 2 mois. Et je pense potentiellement me réinstaller ici. Après, c'est pas pour quitter le navire, c'est simplement parce que mon business est ici. Pour être plus efficace. Voilà, mais par contre, la solution pour la France, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il faut vraiment une restructuration complète. Là, aujourd'hui, l'appareil d'État français ne fonctionne pas très bien, on se rend compte que la justice ne fonctionne pas bien, que l'éducation ne fonctionne pas. Notre armée, c'est plus l'armée française il y a 20 ans. On se rend compte que le secteur entrepreneurial, il n'est pas folichon en ce moment, que les gens ont un niveau de vie qui baisse. C'est compliqué. Je pense que malheureusement, sans changements radicaux, est-ce qu'il peut y avoir ce changement radical? Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Je suis partagé. Après, il y en a qui n'osent pas exprimer leurs idées. Et hier, on a une petite discussion parce que tu as été français de l'étranger, maintenant tu es en France, tu fais ton business. Tu prends des risques en parlant tes idées un petit peu. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler de leurs idées. Ouais. Donc toi, hier, tu m'as dit, il faut assumer ses idées, il faut en parler. Est-ce que tu essaies de faire ça parce que tu veux changer les mentalités? C'est quoi ton but? Non, en fait, le problème, c'est qu'avec le patriotisme en France, on est un des seuls pays, je ne vais pas dire le seul, mais on est un des seuls pays où c'est un gros mot d'être patriote. L'exemple que je te donnais hier, c'est que en prenant un spectre large, et je reprends le même exemple, tu prends Chine, Russie, Algérie, parce que ça va parler à pas mal de Français, parce qu'on a énormément de Français qui sont d'origine algérienne, tu prends même les USA.
Le patriotisme, c'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, si t'es pas patriote, les gens te regardent bizarre, quoi, tu vois. Et non, en France, par contre, c'est un gros mot. Et en France, en fait, les gens n'assument même plus d'aimer leur pays parce que, comme tout à l'heure, le fait que la Chine, par exemple, c'est la même mentalité. On a l'impression que la Chine se développe en opposition à nous. Et nous, en fait, en France, on a l'impression que quand on dit qu'on aime notre pays, c'est en opposition aux autres pays. Mais c'est pas parce que j'aime mon pays que je déteste les autres. Et en fait, en France, vraiment, on te fait croire que être patriote et aimer son pays, c'est être raciste, c'est ne pas aimer les autres, c'est être... Alors qu'en fait, non. C'est préférer son pays aux autres pays. C'est aimer son pays, mais tu peux très très bien aimer les autres. Hein. Moi, j'aime mon fils, c'est pas pour autant que je vais pas aimer ma fille. C'est normal. Exactement. T'es pas obligé d'aimer en opposition à quelque chose. Tu vois, j'adore la Chine, j'aime la Chine. Et c'est pas en opposition à mon amour pour la France. Et vice versa. Donc oui, c'est important d'assumer. Et le problème, c'est que pendant très longtemps, on nous a un petit peu fait du chantage au racisme, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on aimait notre pays. Et il y a plein de gens qui, à cause de ça, n'assument plus ce qu'ils pensent. Et en fait, c'est problématique parce que justement, je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas assumer parce que, au final, si tu n'es pas franc-jeu, si tu ne dis pas clairement les choses, bah, c'est que quelque part, tu as quelque chose à cacher. Alors, est-ce que t'es patriote, tu n'oses pas le dire, mais alors pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est souvent les intérêts économiques, comme on a dit hier. Il y en a qui ont peur de faire du business. Si tu as un restaurant et que tu fais une soirée avec Marc Guillon, ben, les gens vont parler de toi. Oh, tu fais une soirée avec le facho, etc. Donc, il y a des gens qui ont peur de faire du business. Je ne savais pas qu'il était dans cette catégorie-là. Bon, alors, on va couper l'interview. Il y a des gens qui ont peur de perdre des amis. Donc, c'est un petit peu ça, le monde des Français à l'étranger. Bah après, si tes amis... si tes amitiés ne sont pas assez solides pour résister à un débat politique, c'est compliqué. Je pense que chaque individu est différent, chaque individu a son propre parcours, donc a des pensées différentes, a une façon de raisonner qui est différente. Je pense qu'on peut discuter d'ailleurs avec tout le monde sans aucun problème. Les gens savent plus s'écouter, ils savent plus échanger, alors qu'en fait on peut très très bien échanger avec tout le monde. Dès l'instant où tu exprimes tes idées clairement, je vois. Après, il y a des gens qui peuvent boycotter. Là, tu es dans un business. Tu peux perdre un client parce qu'il a vu ta vidéo là. Ou pas? Bah tant pis pour lui. Tant pis pour lui, après qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi dans le business, il n'y a pas de toute façon il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de débat politique. Je travaille avec n'importe qui. Toute personne qui est sérieuse et qui est prête à travailler avec nous, moi je travaille pour il faut plus que sur le business. Exactement. Tu fais du bon boulot, il travaille avec toi, puis voilà. Exactement, business c'est business. Et d'ailleurs c'est comme ça, c'est comme la diplomatie. Si tu regardes les pays, même des pays qui sont en confrontation, que ce soit économique ou géopolitique, travaillent ensemble. Parce que business is business. Parce que tu peux être très différent de ton interlocuteur et pourtant avoir des intérêts communs. Why not? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, non, je pense que c'est important d'exprimer son avis. Je pense que c'est important de ne pas se cacher, d'arrêter de se cacher, arrêter de cacher les drapeaux français, c'est normal. Il n'y a aucun pays qui fonctionne dans le monde qui n'a pas quelque part un patriotisme économique ou social. C'est normal en fait. C'est la normalité, c'est comme ça que ça devrait être. Chaque pays défend les intérêts de son pays. Après, on voit les intérêts des autres après. Logique. Très bien. Bah, écoute, très intéressant. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on est là. Yep. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que j'ai un dernier mot? Une anecdote, alors anecdote non, mais vraiment, j'invite les gens qui vont regarder la vidéo à se faire une idée par eux-mêmes et à visiter des pays, parce que souvent d'ailleurs c'est les pays qu'on bâche le plus qui sont les plus intéressants au final. Et aller mettre un pied dans ces pays-là et voir comment le monde tourne en dehors de la France. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment des problèmes réels qu'on a chez nous. Alors malheureusement, comme je le disais, sans un très très gros coup de pied dans la fourmilière, je ne pense pas qu'il y aura de gros changements en France. Je suis peut-être un petit peu pessimiste. J'espère que la France va renaître. Ouais, c'est le bon mot, renaître. J'espère que la France va renaître un jour. Va redevenir la France. Va redevenir la France, exactement. On verra. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est dans une situation qui est triste, qui m'attriste aussi. Et le nombre de Français que j'entends qui me disent « je veux quitter ce pays », incroyable. Incroyable.
Voilà. Très bien, mais merci beaucoup. Bon, moi, je vais à Zhongshan. Là, toi, tu es ici quelques jours à Shenzhen. Ouais, Shenzhen. Après, tu vas à Shanghai. Shanghai, Yiwu, Taizhou, Hangzhou. Et après, je rentre en France. Très bien. Si tu as des Français qui peuvent te contacter pour du business, des Bien infos, sûr, ils peuvent. bien sûr, bien sûr. Je mettrai tes coordonnées. Voilà. Bah, écoutez, welcome to China. Merci Nico, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.